Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet échange par Facebook interposé après des mois dans lesquels nous avons eu du mal à nous voir pour certains d'entre vous et je n'ai pas voulu, pendant la campagne pour les élections présidentielles, organiser ce Facebook Live. Je le fais là, dans la période qui précède la campagne législative, de manière à ne pas mélanger les enjeux, mes responsabilités nationales, que vous connaissez tous, et mes responsabilités locales de maire et de président de Grand Bourg Agglomération. Vous avez été très nombreux à poser un certain nombre de questions depuis l'annonce de ce rendez-vous et je vais tâcher de répondre non pas à tout, mais à la majorité des questions qui sont posées. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous connecter et de poser vos questions au cours de cet échange, de manière à ce que je puisse y répondre. Lorsque j'aurai répondu aux questions, il y en a au moins 25 qui m'ont été posées par les uns et les autres. D'abord des questions touchant au carré Amiot, qui viennent de Charlène et de Annie. Charlène me pose la question des places de livraison au centre-ville en général et en particulier à proximité du carré Amiot. Et puis Annie s'inquiète de l'évolution, notamment vers la restauration de la halle gastronomique qui vient d'ouvrir. Alors pour Charlène, qui me dit que les places sont rares, toujours utilisées par d'autres véhicules, et est-ce que nous allons en avoir davantage? Nous avons des aires de livraison effectivement dans la ville. Je vous accorde qu'il faut qu'elles soient mieux respectées. Je le dis aussi, cela signifie qu'il faut que notamment des commerçants ou parfois des clients ne se garent pas sur les aires de livraison, sinon ils seront verbalisés. Je vous indique aussi que nous réfléchissons à un autre système de livraison en ville. Il n'est pas prêt, donc je vous en parle de manière prospective, pas pour tout de suite. C'est l'idée de concentrer les livraisons sur une partie de la journée, comme dans beaucoup de villes. Par exemple, le matin, entre 7h et 11h ou midi, et de les interdire l'après-midi pour éviter ces flux permanents dans la ville. Encore une fois, ça n'existe pas aujourd'hui. C'est une réflexion, mais pas encore un projet. Mais oui, nous allons faire en sorte de mieux contrôler les places livraison. Pour répondre à la question sur le carré Amiot et sur le Beaumarchais, oui, il y aura une aire de livraison rue Gabriel Vicaire, côté rue Gabriel Vicaire pour le Beaumarchais. Vous avez vu sur Amiot qu'il se livre. C'est un projet d'ampleur qui a été engagé il y a maintenant plusieurs années. Naturellement, il se livre comme je l'avais indiqué. Le conservatoire, à la fois dans l'ancien bâtiment du conservatoire, l'ancien bâtiment du collège et sur le bâtiment de devant, il y aura le conservatoire et un amphitorium, une sorte d'auditorium qui permettra aussi d'organiser des conférences. Et puis, il y a le projet privé qui ramène de l'activité au centre-ville. Alors, ce n'est pas un restaurant à proprement parler. C'est une série d'échoppes. Il y a une douzaine d'échoppes, je l'avais indiqué il y a déjà plusieurs années, qui vont ouvrir, dans lesquelles on pourra acheter à emporter ou à manger sur place, qui n'a pas vocation à faire de la concurrence à la restauration installée. Ça n'est pas cela. Ce ne sont pas des restaurants traditionnels comme on pourrait l'imaginer. C'est une offre supplémentaire qui n'existe pas dans notre ville, qui n'existe pas non plus dans beaucoup d'autres villes moyennes, qui étaient réservées aux métropoles, où le concept, c'est que vous allez dans les échoppes, vous achetez ce que vous voulez, vous pouvez être trois et vous ne mangez pas la même chose, du libanais, de l'espagnol, de l'italien, du bressan, du sucré ou du salé. Et vous pouvez soit l'emporter, soit le consommer sur place. Rassurez-vous, Annie, notre objectif, mon objectif, c'est bien toujours de mettre en valeur le centre-ville dans sa diversité et donc de veiller aussi à l'impact sur les commerçants. Je ne pense pas, très franchement, que nous aurons des impacts sur la restauration classique. On me pose également, c'est Corentin, la question de l'avenir des locaux actuels du conservatoire lorsque le conservatoire sera installé au carré Amiot. Eh bien, les locaux du conservatoire, qui sont donc sur le bastion, appartiennent à la ville. Et comme je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, la ville n'a pas vocation à les conserver. Ils pourront être vendus pour faire du logement de centre-ville. Dès qu'ils seront vides, c'est la vocation de ces bâtiments que d'être vendus pour des activités privées de logement au cœur de ville. Stéphanie me pose la question de la caserne Brouet.
La caserne Brouet, c'est donc celle qui se trouve en prolongement de l'université, rue du 23e Herri. C'est un tellement acheté par la ville, il y a maintenant une dizaine d'années, à l'État, donc c'est l'ancienne caserne qui est désaffectée depuis maintenant près de 50 ans. Et Annie me dit, je ne voudrais pas qu'on ait des logements là-bas, seriez-vous ouvert à un projet alternatif, en gros qui fasse simplement, je dirais, un espace de verdure et de fraîcheur. Je dis, il faudra trouver un équilibre dans notre ville. Nous avons créé un parc public, le parc de la Charité, qui n'était pas ouvert au public et qui l'est maintenant, avec des arbres existants, qui est juste à côté. L'objectif de la ville, c'est de réutiliser des espaces qui ont déjà été urbanisés pour arrêter de continuer à s'étendre vers l'extérieur. Depuis des années, la ville, comme toutes les villes, comme toutes les communes, s'est étendue vers l'extérieur. On a consommé des espaces agricoles, des espaces de biodiversité, des espaces naturels. L'objectif, c'est qu'on arrête de consommer ces espaces naturels. La contrepartie, c'est qu'on utilise un certain nombre d'espaces qui ont déjà été urbanisés. Ce n'est pas de l'espace naturel, la caserne. Elle a été bétonnée, elle a été construite, il y a de la pollution, il y a du béton, etc. Donc ça n'est pas un parc. L'objectif, oui, je le confirme, pas tout de suite, ça n'est pas l'actualité, mais à terme, c'est bien un espace de réserve pour pouvoir aménager un futur quartier sur le secteur du haut de la ville, très proche du centre-ville, pour accueillir les futurs habitants de Bourg-en-Bresse. Il n'y aura pas de projet d'ici la fin du mandat, c'est donc une perspective pour l'avenir. Mais je le redis, les espaces de nature, mon objectif, c'est que à terme de quelques années, chaque Burgien soit à moins de 5 minutes à pied d'un espace vert équipé avec, je l'espère, des jeux d'enfants, avec des arbres, avec de l'ombre, pour anticiper la ville de demain. Audrey me pose la question parce qu'elle habite la rue du Stand, quand vont démarrer les travaux de démolition de Bric-au-Cache, quels sont les bâtiments, à quoi ça va ressembler, quel est le planning des travaux. Là encore, on utilise cet ancien commerce Bric-au-Cache pour faire non pas du commerce, non pas de la grande surface, comme cela a été longtemps fait à Bourg, mais pour récupérer ces espaces pour faire de l'habitation. Et il y a donc un programme privé d'environ 90 logements, avec du R+4, du R+3, en accession à la propriété, avec une dizaine de logements sociaux locatifs, en cours de discussion avec Bourg Habitat, donc une possibilité de logements sociaux, 10 sur les 100 qui sont de ce programme, pour accueillir de nouvelles familles dans un cadre qui sera réarboré. C'est un programme qui devrait commencer à la fin de l'année 2022 et être livré au courant 2024, pas avant l'automne 2024. Donc nous sommes là à 2 ans et demi environ de la livraison de ces logements. Le dossier de permis de construire peut être consulté en mairie. Hubert me pose la question du pont de Lyon et du devenir de la brasserie. D'ailleurs, je crois bien que si c'est le même Hubert, cette question m'avait déjà été posée lors d'un précédent Facebook Live. Il voit l'opération engagée au pont de Lyon comme une volonté d'organiser d'abord autrement les flux de circulation, mais me dit quelle reconversion et à quelle échéance pour le renouveau de l'ancienne brasserie. Alors, je le dis, oui, ce projet est un projet de moyen terme. Mais c'est un projet essentiel. Moi, je ne veux plus de cette verrue du pont de Lyon. C'est l'entrée de ville, si vous me passez l'expression, la plus moche. Eh bien oui, nous allons, avec le département, la requalifier. D'abord, effectivement, en faisant les travaux qui étaient nécessaires, indispensables, pour que le flux de véhicules ne traverse plus l'îlot. Aujourd'hui, quand vous venez du lycée Caria, vous passez sur le boulevard Jules Ferry, vous arrivez dans cette espèce d'impasse, cette espèce de rue étroite et qui amène au feu où il faut reprendre à gauche pour aller remonter sur le pont de Lyon. L'objectif, c'est que dorénavant, le flux ne traverse plus cet îlot et que l'on remonte par la rue de l'École normale. C'est le sens des travaux qui sont faits aujourd'hui. Mais ça n'est pas un projet de circulation, c'est bien un projet d'aménagement, puisque de concert avec le département, en concertation, nous allons élaborer le projet d'aménagement de l'ensemble de cet îlot, pas seulement la brasserie. Ça appartient pour l'essentiel au département,
pour environ 20% à la ville. Et donc nous allons définir le projet d'aménagement. Simplement, le département ne va pas pouvoir tout de suite libérer cette emprise. Donc le calendrier devra être précisé dans les mois qui viennent. Je suis dans l'incapacité de donner aujourd'hui une date de sortie d'opération. Mon objectif, c'est que effectivement le projet soit conçu, arrêté et lancé avant la fin de ce mandat. Nous en venons à à trois questions concernant la proximité à Bourg-en-Bresse. Désolé pour les habitants qui ne sont pas ceux de Bourg-en-Bresse, mais j'ai quelques questions évidemment d'habitants de Grand-Bourg agglomération hors bourg. Le premier concerne les travaux sur la place Edgar Quinet. Les travaux sur la rue de la République qui ont été engagés, me dit Elisabeth, vont commencer. C'est une bonne nouvelle car il y a vraiment besoin. Mais qu'en est-il de la place Quinet ? Elle me disait donc, dans le programme que j'ai présenté en 2020 qu'elle faisait partie des espaces qui seraient rénovés. Parce que oui, cette place en a besoin. Le réaménagement de la place n'est pas prévu dans le programme de la rue de la République. La place elle-même doit faire l'objet d'une vraie concertation avec les habitants, avec les usagers que sont évidemment les cafés, restaurants, bars, mais aussi avec tous ceux qui fréquentent cette place dite de la Vizirette. Il y a une fontaine, qu'est-ce qu'on fait de la fontaine? Est-ce qu'on la garde ainsi? Au-delà de refaire les dalles, au-delà de remplacer les dalles par, je dirais, quelque chose de plus végétal, quelle vocation pour cette place Edgar Quinet? Et donc, ce sera engagé dans un deuxième temps, mais je vous confirme que ça n'est pas inscrite dans l'opération actuelle de la rue de la République, tout simplement parce que tout ne peut pas être fait en même temps et qu'il fallait prendre le temps, il faut prendre le temps sur la place Quinet. À quand des ralentisseurs, dit Virginie, sur la rue Samaritaine? La rue Samaritaine doit être refaite au moins jusqu'à la place des Bons Enfants dans le cadre des travaux de réaménagement de tous les espaces devant Notre-Dame, ce qu'on appelle la place Neuve, cet espace pavé, et de la place Clémenceau qui jouxte Notre-Dame. Donc oui, cette rue Samaritaine, cette première partie de la rue Samaritaine ne ressemble à pas grand-chose, je le concède, elle est ancienne. Elle fait partie des derniers éléments du centre-ville qui n'ont pas encore été rénovés. Et ce sera chose faite dans le cadre du programme global place Clémenceau, donc à côté, à gauche de Notre-Dame quand on regarde Notre-Dame, la place Neuve devant et la rue Samaritaine. Cyril, qui habite au Baudière, demande s'il serait possible de doubler les poubelles sur les points où elles sont déjà présentes afin que ceux qui y déjeunent y jettent leurs détritus. Alors oui, nous avons cet espace est largement utilisé. L'association, l'entretien de ce parc a parfois laissé à désirer, c'est vrai. Il était géré par une association syndicale de la Croix-Blanche. Finalement, ça va être repris en régie par la ville qui va assurer elle-même l'entretien de ce parc. Aujourd'hui, nous sommes à une collecte des déchets tous les jours de la semaine, soit 5 passages, ce qui est quand même beaucoup. Alors oui, sur les Baudières, il y a deux sujets différents. D'abord, un projet de moyen terme sur l'évolution de ce parc, l'évolution de ce quartier, qui a un peu vieilli, qui doit être rénové. Il y a la question de la traversée par la Ressouze. Et nous allons relancer une discussion de fond avec le Conseil citoyen et avec les habitants. Et puis il y a la gestion immédiate. Et oui, à la fois nous allons poursuivre, mais encore une fois, on passe déjà tous les jours l'entretien de ces espaces, mais aussi, je dirais, prévoir des dispositifs complémentaires de Corbeil. Je vous le donne quand même. Prendre une poubelle telle que celle que nous avons mise, qui est un peu agrémentée, 240 litres, ça coûte quand même plus de 7 000 €. Il faut que les gens qui viennent pique-niquer soient suffisamment civiques pour ne pas poser leurs déchets par filiate. De nouveaux médecins, sous forme, par exemple, en envoyant les internes faire leur année d'internat sur des territoires qui en manquent. Sur le fond, moi je défends quelque chose de plus contraignant, c'est le fait que les médecins ne puissent plus s'installer dans les zones déjà surdotées.
aujourd'hui 80% du territoire est sous-doté, 20% est surdoté, eh bien je propose que l'assurance maladie ne conventionne plus de nouveaux médecins dans des zones qui sont déjà au-dessus de la moyenne en termes de nombre de médecins. Ça ne réglera pas notre problème tout de suite, mais, et ça ne nous exonère pas de ce que je vais vous dire maintenant, c'est-à-dire ce que nous faisons, mais c'est ce que je voulais vous dire sur le problème lui-même. Alors, Grand Bourg Agglomération s'est saisi de cette question il y a déjà plusieurs années. Nous avons travaillé de concert avec le département, parce qu'on ne fait pas de politique sur la santé des habitants et sur le service aux habitants. Nous travaillons ensemble avec le département, à la fois pour favoriser l'installation de médecins par des aides, par l'installation de locaux, par les cabines de télémédecine qui ont été installées. Il y en a une à Saint-Julien-sur-Ressouze qui n'a pas beaucoup de public, et il y en a une au Vennes qui est beaucoup plus utilisée. Et je vous indique vite, Tiffany, en cas d'urgence et d'impossibilité d'avoir accès à un rendez-vous médical, d'aller dans la cabine de télémédecine des Vennes. Ça n'est pas la panacée, mais c'est une réponse. Par ailleurs, nous travaillons à un centre de santé au boulevard Édouard Herriot, donc près du secteur du Pont des Chèvres, plus une maison des internes en lien avec le département de l'Ain. Enfin, nous travaillons toujours avec le département à la possibilité de salarier des médecins. Vous l'avez peut-être vu dans la presse, le département a salarié un médecin pour recruter des médecins. Nous travaillons de concert pour pouvoir, parce que c'est un mode d'exercice possible pour les médecins, pour des professionnels de santé, pour pouvoir salarier directement des médecins et des professionnels de santé pour pouvoir augmenter l'offre en direction des habitants de Bourg-en-Bresse et de son agglomération. Sachez simplement que c'est une préoccupation permanente, constante et très importante pour les habitants de l'ensemble du territoire. Pierrick me pose deux questions, alors qui n'ont rien à voir, on passe du coq à l'âne, mais c'est ainsi, c'est la règle du jeu. D'abord sur le réseau électrique, il faudrait savoir qui est le propriétaire du réseau électrique à Bourg-en-Bresse. Le réseau électrique appartient à Enedis, donc qui est l'opérateur national qui gère le réseau électrique et qui l'entretient. Il me pose également, toujours Pierrick, la question de la station d'épuration et de sa méthanisation. Il voudrait savoir si la station d'épuration de Bourg fait de la méthanisation, si le gaz est vendu, et qu'est-ce qu'on fait avec les boues de la station d'épuration. Alors oui, la station d'épuration de Bourg-en-Bresse, comme un certain nombre d'autres stations, dispose d'une unité de méthanisation, c'est-à-dire que l'on fait finalement du gaz qui permet de produire du chauffage, qui permet quand on le brûle, qui permet de faire de l'énergie. Les boues de la station d'épuration sont valorisées en épandage agricole. Elles sont revendues, cédées aux agriculteurs pour des engrais qui ne sont donc pas des engrais chimiques. Et j'indique pour la méthanisation que le gaz, il est utilisé directement pour les besoins de la station. Rémi, Élodie et Stéphane me posent des questions sur les questions de tranquillité publique, globalement, dans la ville. Élodie me pose la question de savoir, ou en tout cas de vie quotidienne, si il est possible de faire des barbecues dans le parc de la Charité. Alors, les barbecues sur le domaine public ne sont autorisés qu'à 4 endroits dans la ville. À Bouvans, il y a des équipements. Au parc Jean Monnet, c'est-à-dire à l'arrière du secteur de la Ressouze, au square des Vennes et au square Louis Parent. Partout ailleurs, il n'y a pas de barbecue mis à disposition et il n'est donc pas possible de faire du barbecue parce qu'on a jugé qu'on était trop près des habitations, ça générait trop de nuisances. Donc ce sont dans des espaces dans lesquels, nous avons proposer ces aménagements que vous pouvez, Élodie, faire du barbecue. Je ne sais pas où vous habitez, mais le square Louis Parent, par exemple, n'est pas très loin si vous êtes dans le secteur de la Charité. Stéphane pose la question des chiens tenus en laisse. Il me dit, vous laissez les chiens sans laisse et ne respectez pas la loi. Non, je suis désolé Stéphane de vous contredire. Ça n'est pas nous, ça n'est pas moi qui laissons des chiens en laisse, ce sont les propriétaires de chiens. Bien sûr qu'on ne peut pas tous les verbaliser, bien sûr qu'ils sont verbalisés lorsque c'est le cas. Oui, je rappelle, quand on est propriétaire d'un animal, d'un chien, eh bien on le tient en laisse. Au passage, on ramasse aussi la crotte, le cas échéant, qu'il peut faire sur le trottoir ou dans un parc
pour ne pas, je dirais, polluer la vie de tous. Donc nous essayons de respecter la loi, mais moi j'incite les propriétaires de chiens, et je le dis aussi, on a le droit de demander, d'inciter une personne dont le chien est sans laisse, eh bien, à le mettre en laisse. Mais sachez que la police municipale est aussi là pour cela. Rémi dit que des aménagements rendent la ville agréable, je l'en remercie, mais néanmoins, il souhaiterait qu'il y ait plus de présence de la police municipale ou de la police nationale, notamment parce qu'il ressent un sentiment d'insécurité, d'absence de tranquillité par ces personnes qui consomment l'alcool sur la voie publique, et il souhaiterait qu'il y ait davantage de présence. Sachez que cette question de la consommation d'alcool sur la voie publique, d'abord se pose dans toutes les villes. Une partie de population vit dans un espace de marginalité. Moi, je ne juge pas leur mode de vie. Il est en général plus subi que choisi. Nous essayons, Tremplin a ouvert un site avec le financement de l'État et l'accord de la communauté d'agglomération et des villes de Viria, de Bourg-en-Bresse, de Saint-Denis et de Péronat, un lieu pour pouvoir, un espace de vie pour ces personnes, souvent marginales, qui étaient au centre-ville. Est-ce que ça empêche eh bien, il y ait de la consommation sur la voie publique de ces personnes ou d'autres personnes d'ailleurs? Non, pas forcément. La consommation d'alcool sur la voie publique est déjà interdite dans tout le centre-ville, en raison justement des désagréments, des conséquences qui en résultent pour la population. Donc la police municipale et la police nationale, en particulier dans le secteur des bons enfants, des arrières de Notre-Dame et du centre-ville, sont particulièrement présentes pour, je dirais, réguler ce qui doit l'être, le cas échéant sanctionner, lorsque cela est nécessaire, pour maintenir les conditions de la tranquillité publique dans la ville, partout dans la ville. Géraldine me pose une question sur l'éducation. Elle me dit que sa fille, qui souffre visiblement d'un trouble d'attention, en tout cas d'une difficulté particulière, elle ne souhaite plus je dirais, la scolariser dans une école publique, estimant qu'elle n'est pas assez correctement prise en charge, ce que je ne peux pas corroborer, mais que je crois volontiers. Et elle me dit qu'elle souhaiterait que l'enseignement Montessori, qui propose cette prise en charge, soit davantage soutenu, aide à trouver, demande à la ville de trouver des locaux mieux adaptés que ceux de la Croix-Blanche. Alors, je veux répondre à Géraldine que je peux comprendre sa position. Elle fait un choix d'un enseignement qui est privé et qui est, j'allais dire, alternative, mais qui n'est pas sous contrat avec l'État. Donc, cette école vit avec la participation des familles. Et la ville ne pourra pas participer financièrement au fonctionnement de l'école Montessori. Si l'école souhaite que la ville l'accompagne dans la recherche de locaux, c'est évidemment possible. Il faut que l'école s'adresse à nous et nous pourrons essayer d'accompagner sa recherche comme celle de toute activité, je dirais, privée, même si cette recherche est particulière. Mais évidemment, elle devra assumer le coût de ces locaux avant l'échéance des 5 ans qui permettra peut-être le conventionnement avec l'État. Christelle m'indique qu'il y a de nombreuses fois où les services périscolaires n'ont pas été assurés, ce qui montre une insatisfaction des agents, pense-t-elle, et elle m'interroge sur que faites-vous pour le personnel périscolaire. Alors, je dois indiquer que je ne comprends pas tout à fait la question de Christelle, parce que nous n'avons pas eu de sujet... bien sûr, il y a une situation je dirais, de demande d'un certain nombre de ces agents, qui souvent sont à temps non complet, de pouvoir être mieux rémunérés, et leur situation est prise en compte dans des discussions avec les organisations syndicales, pour essayer d'améliorer leur situation. Pour le reste, simplement, dans les mois qui viennent de s'écouler, nous avons surtout eu des grèves nationales.
les agents périscolaires de Bourg-en-Bresse ont répondu à des appels à la grève nationaux. À ma connaissance, pas des accords, pas pour des motifs purement locaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de motif local. Ça veut dire que je ne pense pas que l'on puisse dire que c'est à cause de cela que le nombre de fois où que les services n'auraient pas été maintenus. Par ailleurs, je le dis aussi, nous avons eu des problèmes de Covid, puisque comme beaucoup de structures, quand il y a un certain nombre d'agents et que plusieurs sont Covid, et qui s'arrêtent du jour au lendemain pendant une semaine, et bien par définition, parfois, les services ne sont pas maintenus. Sachez simplement que j'accorde la plus grande importance au dialogue social avec les organisations syndicales et à la situation de ces agents. Marc me pose la question du passage au LED pour l'éclairage public, plutôt, dit-il, que de commencer à éteindre des rues de quartier. Il me dit que c'est une bonne idée, mais que ça va prendre du temps. Et il suggère que, globalement, on passe au LED systématique et que ça fasse faire des économies. Alors, je voulais dire à Marc que d'abord, nous avons déjà 15% du parc qui est déjà équipé en LED, avec en particulier les grosses puissances. Les boulevards, les grands boulevards, boulevard Herriot, Joliot-Curie, Kennedy, De Gaulle, 8 mai, etc., etc. Donc là, nous sommes déjà en LED, là où on a le maximum d'effets d'économie. Par ailleurs, 97% du parc de la ville, soit 9700 points lumineux, est déjà à des lampes qui ne sont pas forcément des LED, mais qui sont à de haut rendement, avec une diminution de consommation depuis une dizaine d'années de près de 30%. Donc nous souhaitons évidemment toujours faire mieux, mais le passage au LED, c'est 9 millions d'euros pour la ville. Donc nous devons aussi faire des choix. Le passage systématique de l'ensemble de la ville au LED, c'est 9 millions d'euros. Et très franchement, il peut y avoir pour 9 millions d'euros probablement davantage d'économies d'énergie à réaliser dans l'isolation de bâtiments publics ou dans la création d'énergies renouvelables que peut-être sur l'éclairage public. Ce que nous essayons de faire avec la réduction de l'éclairage dans certaines rues, c'est finalement de changer un peu l'ambiance et qu'on ait une vie plus apaisée, tout en faisant des économies d'énergie, mais une vie plus apaisée qui permette aussi à la biodiversité de mieux se développer, parce qu'il y a de la biodiversité en ville. Nous allons le faire de manière très concertée, très progressive, en lien avec les habitants, et cela n'exclut pas la poursuite de l'aménagement de la ville en LED, comme vous l'avez proposé. Une habitante de l'Écheroux, qui ne m'a pas dit comment elle s'appelait, me demande comment calculer le prélèvement pour les ordures ménagères. Alors, elle me dit, ma taxe a augmenté parce que nous sommes 2 dans notre foyer, avec des personnes de la même commune qui sont à 5 dans le foyer ont vu leur taxe diminuer. Oui, c'est exact. Je ne sais pas votre prénom ou votre nom, madame. C'est exact. Dans le secteur de Saint-Trivier-de-Courte, l'ancienne communauté de Saint-Trivier-de-Courte, c'était la seule de tout le territoire qui finalement payait, non pas de manière forfaitaire, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais en fonction du nombre de personnes. C'était une redevance. Évidemment, plus la famille était grande, plus on payait. Et moins la famille était grande, moins on payait. Partout ailleurs, c'est la taxe qui a été mise en place. Je le dis globalement, je dis bien pas pour votre situation, madame, mais globalement, ce qui est payé par les habitants de l'ancien canton de Saint-Trivier-de-Courte est moins important qu'auparavant. Mais oui, vous avez raison, la taxe c'est forfaitaire, comme partout ailleurs en France, comme partout ailleurs dans le territoire, du moins, et donc elle ne dépend pas du nombre de personnes. Donc vous avez pu voir votre taxe augmenter légèrement par rapport à la redevance, et une famille de 5 personnes a pu voir sa taxe baisser par rapport à la redevance antérieure. Hubert me pose la question d'une voie partagée qui donc à l'arrière du cimetière, avec une voie où il y a des pistes cyclables et où les voitures peuvent à peine se croiser. Et il pense que cet aménagement ne peut pas se croiser sans mordre sur la piste cyclable. Il pense que cet équipement à cet endroit-là est pas forcément utile. Je partage un peu son avis.
j'ai demandé que l'on retravaille cette allée des chrysanthèmes pour la débitumer, pour enlever beaucoup de goudron qui ne sert à rien et planter des arbres et avoir du coup un fonctionnement de la rue qui fasse place à des pistes cyclables et qui laisse deux voies pour les voitures. En tout cas, c'est ce vers quoi nous travaillons. Enfin, Martin me pose la question de la politique culturelle pour le territoire du Grand Bourg. Où trouve-t-on le document institutionnel? Eh bien, le document institutionnel qui résume la politique de Grand Bourg Agglomération va être rendu public dans les prochaines semaines. Schématiquement, il repose sur des grands équipements qui sont à Bourg ou à Morvel pour l'essentiel, le conservatoire, la tannerie, mais qui est payée par la ville, la future école du cirque, le théâtre, et à Morvel, le centre culturel. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté penché, puisque l'appareil qui me filme vient de bouger tout seul. Donc je pense qu'on va venir le remettre en place. Donc il y a ces équipements culturels importants, mais l'objectif, c'est d'essaimer sur l'ensemble du territoire et de favoriser l'accès à la culture de l'ensemble des habitants du territoire de Grand-Bourg Agglomération. Voilà, vous savez, on est en direct et il y a parfois des difficultés. Alors, j'ai quelques autres questions qui ont été posées par un certain nombre d'entre vous. Alors, Patricia, qui habite, je pense, à Bourg ou dans l'est de la ville et peut-être ailleurs dans l'agglomération, me dit « Bonjour, quand sera-t-il fait des travaux de sécurisation sur le chemin de la Chagne, car les véhicules roulent vite ?» Alors, le chemin de la Chagne, comme son nom l'indique, je le rappelle, il est hors agglomération. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est à mi-chemin entre une route et une rue. L'important, c'est qu'effectivement, quand on passe devant, depuis la rocade, quand on passe devant les équipements sportifs ou le lycée, parce qu'il y a un lycée, l'établissement d'enseignement adapté de la Chagne, les aménagements permettent de casser la vitesse. Moi, je le dis, j'en ai marre de ces automobilistes qui se croient tout permis pour gagner environ 5 secondes et qui n'hésitent pas à être à 80 à l'heure dans des espaces où il peut y avoir des gamins qui sortent. Alors, nous avons mis des aménagements avec je dirais des gendarmes couchés, si on peut employer encore cette expression, avec des ralentisseurs, pardon, mais on ne pourra pas en mettre partout. Notamment dans la partie où il n'y a pas d'équipement, où il n'y a pas de lycée, il n'y a pas de stade, etc., on devra aussi miser sur le civisme des gens. Mais oui, des travaux de sécurisation vont être, puisque vous posez la question, on va revérifier ce que l'on peut faire pour continuer de casser la vitesse à la Chagne. Alors, là j'ai Bradshaw Pope Carlson, il se reconnaîtra, qui me demande si le chemin de Curtafray à Bouvant restera fermé. La réponse est oui. Le chemin de Curtafray, je le dis très clairement, Bouvant n'est pas une rocade. Je rappelle qu'en 2019, la ville a décidé qu'à partir du moment où la rocade fonctionnait entre la route de Césaria et la route de Pondin, il n'était plus nécessaire de permettre le passage, plus justifié, de permettre le passage des véhicules qui prenaient l'avenue Amédée-Mercier, qui coupaient pour aller ensuite soit vers la prison, soit vers l'avenue du Maréchal Juin, c'est-à-dire l'avenue qui part d'Equinox. Donc, je le dis très tranquillement, oui, Bouvant n'est pas une rocade. Et donc non, on voyait là passer des camions, on voyait passer des gens à toute vitesse, on voyait des gens qui utilisaient Bouvant pour finalement couper les grands axes. Eh bien, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, oui, le chemin de Curtafray restera fermé. Il n'est pas fermé, il permet de desservir Bouvant. On peut se garer à Bouvant dans des parkings de proximité, mais on ne peut plus passer devant Bouvant. Ourida me demande à quand le centre-ville sans voiture. Alors, je crois que tout dépend de ce qu'on appelle le centre-ville sans voiture. Si on dit un centre-ville totalement piéton, je le redis ici que je n'y suis pas favorable. Je pense que
les centres-villes, les rues totalement piétonnes, sont plus véritablement d'actualité et qu'aujourd'hui nous avons une forme d'équilibre. En revanche, si l'idée c'est de réduire la place de la voiture dans l'hypercentre, alors oui, vous avez raison et je partage cet objectif. Je constate comme vous. Aujourd'hui, une partie des véhicules qui passent avenue Alsace-Lorraine ressortent tout de suite par la place Bernard pour aller vers le champ de foire. Je suis désolé, l'avenue Alsace-Lorraine, ce n'est pas un chantre. Une autre partie des gens rentrent le long du carré Amiot et vont tout de suite remonter l'avenue Alsace-Lorraine plutôt que de prendre la rue Gabriel-Vicaire. De la même manière, le centre-ville, ça n'est pas un chantre. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse toujours venir au centre-ville pour se garer, pour venir faire ses courses, que l'on puisse accéder au parking, c'est ce qui fait d'ailleurs que nous avons réduit le stationnement disponible en surface, disponible sur le domaine public pour laisser davantage de place aux piétons et que l'incitation est très forte. Allez vous garer dans les parkings fermés. C'est gratuit pendant 1 heure en journée et c'est gratuit toute la nuit. N'encombrez pas le domaine public. Mais mon objectif, ça n'est pas qu'on ne puisse plus venir à Bourg, au centre-ville, en voiture. En revanche, nous allons travailler, j'ai demandé une étude de circulation, une étude de comptage, parce qu'il y a aujourd'hui trop de véhicules qui traversent qui traversent la ville sans jamais s'y arrêter, uniquement pour aller de la préfecture au champ de foire. Et ceci, effectivement, je pense que ça n'est pas souhaitable, et donc nous allons travailler dans ce sens. Zaza me pose la question de savoir s'il était prévu de faire des modifications de l'aire de jeu vers la rue Parmentier. Le parc est grand, dit-elle, mais peu de jeux, un synthétique sans intérêt, car voilà, il y a les enfants qui jouent, enfin les grands qui jouent au foot et les autres, les plus petits, ont plus de mal. Elle me demande si c'est possible d'enlever cet espace synthétique avec cage. Alors, je le dis à Zaza, qui visiblement est une maman, c'est un problème permanent. Moi, depuis que je suis élu, j'ai toujours vu que la cohabitation entre les ados et les plus jeunes, ou les plus grands et les plus petits, n'était pas spontanée, n'allait pas forcément de soi dans les espaces de jeu. À certains moments, on nous demande des espaces pour les petits-enfants. Puis après, on nous dit qu'il faut des espaces pour plus grands parce qu'ils ont grandi. Puis après, on nous dit quand même, il en faut aussi pour les petits. Et très franchement, oui, il y a toujours un problème d'équilibre entre les différents usagers. Et donc, nous allons regarder, je saisirai le conseil citoyen pour aller voir sur place, donc rue Parmentier, pour voir ce qui est possible de faire et quel est le souhait à la fois des usagers, mais aussi des riverains. À quand les bus le dimanche pour les gens qui travaillent, dit Sylvie. Alors, je suis désolé d'être net, hein, mais je le redis ici, pas tout de suite, Sylvie. Aujourd'hui, les études qui ont été faites sur les bus le dimanche ne valident pas vraiment l'idée qu'il y a une forte demande. Peut-être êtes-vous dans ce cas. Je peux tout à fait le comprendre, auquel cas, je vous invite aussi à utiliser le vélo si vous êtes dans la ville, parce que vous pouvez aussi vous déplacer. Aujourd'hui, le coût serait très important pour un usage vraiment faible. Donc, nous n'avons pas l'intention là, dans l'évolution de la politique de transport, je dirais, d'aller sur les bus le dimanche. Nous avons l'intention, en revanche, de mettre plus d'argent parce que tout ceci, ce sont des coûts, pour avoir des bus plus réguliers. Aujourd'hui, on a certaines lignes à 15 minutes, d'autres à 20 minutes, d'autres à une demi-heure. L'objectif, c'est d'augmenter la fréquence pour que ce soit plus souple, pour que ceux qui prennent le bus aillent plus vite, pour qu'il y ait plus d'intérêt à prendre le bus. Et très franchement, avec les moyens qui sont les nôtres et avec également les décisions de l'État qui sont annoncées, qui vont venir ponctionner encore les collectivités territoriales, eh bien, puisque le président de la République réélu l'avait dit, je ne pense pas que je peux décemment vous promettre les bus le dimanche dans les 3 ou 4 ans qui viennent. Ça ne serait pas honnête parce que ça ne fait pas partie des projets que nous avons aujourd'hui. Alors, Sylvie me dit, pourquoi n'avez-vous pas gardé la structure du collège Amiot qui s'est transformée en horrible carré, dit-elle, qui gâche le paysage? Alors, elle n'aime pas. Je le dis, nous avons gardé la structure du collège Amiot. Le collège Amiot, c'est la partie que vous voyez. Il suffit que vous alliez derrière Amiot et vous voyez sur le côté, on voit très bien ce bâtiment rénové.
Je vous indique aussi que la partie conservatoire de devant était indispensable. Le collège Amiot n'est pas suffisamment grand pour le conservatoire. C'est petit à l'intérieur. Peut-être que ça ne vous apparaît pas comme ça, mais c'est petit. Et donc, nous ne pouvions pas, et je l'ai indiqué dès 2013, j'ai indiqué que le conservatoire serait construit devant le collège actuel. Attendez de voir, allez voir à l'intérieur, vous verrez qu'on voit l'escalier de manière magnifique. Et vous verrez que le projet met en valeur la partie du collège Amiot, qui est la partie historique du collège, hein, puisque ce qui a été abattu, c'était une aile qui avait été rajoutée. Pour le reste, vous avez parfaitement le droit d'avoir votre avis sur ce projet. Moi, je le dis aussi, il a été validé plusieurs fois et surtout, il va permettre de remettre de la vie. Rappelez-vous ce qu'il y avait avant. Une gare des bus, toujours déserte, battue par les vents, un collège avec une grande cour, personne dedans, et finalement un grand espace vide, un no man's land entre le champ de foire et le centre-ville. Mon objectif depuis le début, c'est d'avoir un aménagement qualitatif, il va l'être, il l'est, de l'animation, il y en a. Un conservatoire parce que le collège Amiot devait rester affecté à de l'enseignement, et sur un projet qui effectivement mêle de l'ancien et du moderne, mais libre à vous de ne pas apprécier cette architecture. J'espère que vous vous y ferez. Alors, Lydie me dit, qu'allez-vous faire pour la desserte médicale? C'est bien beau de nous dire d'aller consulter vos cabines, ce n'est pas mes cabines, de téléconsultation, mais il y a, c'est pas un médecin, même s'il y a un médecin en face. Elle me dit, nous voulons des médecins. Mais moi aussi, je veux des médecins, Sylvie. Le problème, c'est que je ne vais pas les inventer en claquant des doigts. Que nous travaillons avec les médecins pour les faire venir dans des projets collectifs, mais qu'aujourd'hui, il faut bien voir qu'il y a une pénurie au niveau national. Et que donc, le nombre de médecins disponibles est trop faible. Et que donc, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner des nouveaux projets. C'est le cas du programme Édouard Herriot, pour avoir de nouveaux médecins qui viennent s'installer. Je n'ai jamais dit, j'ai même dit l'inverse tout à l'heure, je n'ai jamais dit que la cabine de télémédecine allait remplacer des médecins. Elle permet d'avoir un recours, elle permet d'avoir une réponse rapide si on a un besoin ponctuel. Elle n'est pas un médecin traitant. Un médecin peut également, le cabine de télémédecine, le médecin peut vous orienter sur un spécialiste si vous avez besoin d'aller voir un spécialiste. C'est une consultation générale. Si vous voulez voir votre généraliste et qu'il voit que vous avez un problème d'ophtalmologie pour les yeux ou qu'il voit que vous avez un problème de rhumatologie pour les os, il va vous envoyer chez un spécialiste. Et vous aurez dû passer par un médecin généraliste avant d'aller voir un spécialiste. La cabine ne répond pas à votre problème de spécialiste, mais elle peut répondre à votre problème d'orientation vers un spécialiste. En tout cas, sachez que nous travaillons d'arrache-pied pour répondre à cet enjeu qui, encore une fois, est un enjeu national. Et j'ai toujours dit que nous ne le réglerions pas seuls, même si nous avons déjà favorisé l'installation de plusieurs médecins sur le territoire de Grand Bourg Agglomération. Et croyez bien que c'est une priorité permanente. Radouane me pose la question, bonsoir, il y a 2 rues qui ne sont pas éclairées et très fréquentées par les élèves du collège du Revermont et du lycée Gabriel Voisin, c'est l'allée de l'Épinette et l'allée Victor Faguet. Cette question a été posée en réunion de quartier. Nous sommes dans des espaces de liaison et le Conseil citoyen est saisi de la question de l'éclairage de ces 2 rues. Lionel demande qui a choisi la couleur dominante du carré Amiot, à savoir le noir, non, du bâtiment privé. C'est l'architecte des bâtiments de France qui a validé la couleur. Je pense qu'un bâtiment moderne dans une ville, c'est quelque chose de nécessaire. Le bâtiment lui-même est d'une très belle architecture. La couleur, les goûts et les couleurs, comme vous comme moi, on aurait peut-être préféré davantage du marron que de ce noir. Néanmoins, c'est le choix qui a été fait par l'opérateur et par l'architecte des bâtiments de France. Brigitte me dit, pourriez-vous nous informer des conséquences de la fermeture des lumières, de l'extinction des lumières, qui est une superbe initiative? Alors, eh bien, Brigitte, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question. Nous avons mis donc 2 quartiers plus des boulevards en extinction de 23h à 6h du matin. Et pour les quartiers, il va y avoir une enquête en porte-à-porte. Vous pouvez d'abord, on peut d'ailleurs répondre
sur Internet, mais il y a une enquête en porte-à-porte pour savoir de manière très précise ce que les gens en ont pensé. Et je vais même vous dire, mon quartier est concerné. Donc je suis concerné et je vais donner mon avis de riverain, mon épouse, mes enfants vont donner leur avis sur ce qu'ils ont pensé au bout d'à peu près un mois et demi d'expérimentation, de cette expérimentation. Est-ce qu'ils ont aimé? Est-ce qu'ils se sont sentis en insécurité? Est-ce qu'ils ne se sont aperçus de rien? Finalement, au total, est-ce que ça leur a permis de dormir mieux? Est-ce que, comme on l'a vu ailleurs, est-ce que ça peut permettre de réduire la vitesse des voitures? Parce que si c'est moins éclairé, les voitures vont moins vite la nuit. Eh bien, ce sera aux habitants de nous donner leur avis. Et je le dis aussi, si leur avis est majoritairement négatif, l'expérimentation ne sera pas poursuivie. Si leur avis est positif, nous poursuivrons l'expérimentation. J'ai eu une question de Lydie aussi, Lydie Nonote, qui me dit une question: est-ce que vous faites la campagne de stérilisation pour les chats? Alors, nous avons une convention avec une association qui s'appelle Félin, qui, je dirais, agit en faveur des animaux. Oui, parce que l'objectif, c'est de ne pas euthanasier les chats, mais en même temps, c'est aussi d'éviter la prolifération. Donc, il y a des actions de stérilisation des chats. Alison me dit qu'elle habite à l'angle rue de la Citadelle et de l'avenue des Anciens Combattants. Elle aimerait savoir si je compte faire quelque chose pour le terre-plein au niveau du cédé le passage. Alors je ne comprends pas tout à cette question. Je ne vois pas réellement. C'est probablement le tourne à droite en venant de l'avenue des Anciens Combattants. Ça n'est pas réellement un terre-plein, mais c'est une bande, oui. Pour protéger les vélos, nous avons décidé de sécuriser ce carrefour. Donc, ce qui veut dire que pour tourner, les véhicules doivent contourner cette bande de béton. Elle a été souvent touchée, nous ferons le bilan, et si on doit la raboter de quelques dizaines de centimètres, nous le ferons, mais l'objectif, c'est d'éviter que ce qui se passait avant, c'est que les voitures coupent la piste cyclable au moment où les vélos arrivent, et ça sécurise pour les vélos. Christiane me repose la question des médecins, qui devient alarmant. Des personnes de plus de 70 ans avec des pathologies lourdes qu'aucun médecin ne veut prendre. Je le dis, je suis prêt à saisir le Conseil de l'ordre des médecins et l'État pour que vous puissiez avoir dans votre situation, comme les personnes d'un certain âge avec des pathologies, vous puissiez vous voir attribuer un médecin traitant. J'indique aussi que j'ai appris que certains médecins en périphérie refusaient de prendre des patients de Bourg-en-Bresse, par exemple à Césaria ou ailleurs. J'ai saisi l'ARS parce que je trouve cette situation inacceptable. Il n'est pas normal de demander aux gens leur code postal quand des médecins se sont installés à la proximité de Bourg-en-Bresse. Et donc, si vous me faites passer vos coordonnées, eh bien, j'interviendrai, comme je l'ai déjà fait, auprès de l'ARS et auprès du Conseil de l'ordre des médecins pour obtenir que vous ayez un médecin traitant dans votre situation. Et par ailleurs, j'attends de l'ARS qu'elle m'explique, qu'elle mette fin à cette pratique de certains médecins qui ne prennent pas des patients de Bourg-en-Bresse en fonction de leur code postal comme médecins traitants parce qu'ils se sont installés en périphérie. La solidarité doit jouer. Christine me dit, pourriez-vous, une autre Christine, c'était Christiane, pardon, à laquelle je viens de répondre, pourriez-vous faire couper un peu les arbres à la Croix-Blanche côté route? Bon, eh bien, il va falloir tailler les arbres comme un peu partout et un peu tout le temps. Donc, ceci est noté pour être regardé. Alors, j'ai Tiffaine également. Qui me demande pourquoi pouvez-vous expliquer pourquoi le parc des Vennes, je pense que c'est Bouvant, n'est accessible qu'aux Burgiens l'été et pas à toute la communauté, parce que 44 € pour 6 mois pour un Dionysien adulte ou de 3 € pour un Burgien, c'est un peu fort de café. Alors Tiffaine, je vous le dis, tout simplement parce que c'est la ville de Bourg-en-Bresse et les contribuables de Bourg-en-Bresse qui payent exclusivement l'entretien de Bouvant. Voilà. Donc, Bouvant est à Bourg, a été payé par les Burgiens et la communauté d'agglomération ne finance pas 1 € du fonctionnement de Bouvant. C'est un équipement municipal.
Pour le reste, donc je comprends votre réaction, mais je vous le dis, j'assume que la gratuité, avec les 3 € de confection de cartes, soit réservée aux Burgiens, je l'ai dit depuis 2015. Pour le reste, j'ai proposé aux maires des communes voisines, s'ils en avaient des demandes, un système dans lequel, contre compensation financière de votre commune, vous ayez le même accès. Mais je ne peux pas le décider. Et vous admettrez avec moi qu'il n'est pas normal, il n'est pas logique que ce soit le contribuable de Bourg-en-Bresse qui paye pour votre accès, madame, à Bouvant. Voilà, donc je suis désolé de cette réponse un peu négative, mais c'est néanmoins la réalité. Bouabid El Adaoui me demande, m'informer que le City Stade de la Ressouze, je ne vais pas pouvoir répondre à tout, je pense, hein, est devenu en très mauvais état. S'il vous plaît, fermez-le ou rénovez-le. Bien, écoutez, nous allons aller voir, puisque la sécurité des équipements est quelque chose d'important. Donc, nous allons aller voir à la Ressouze, ce City Stade, s'il doit être rénové. Fab de la Rue me dit, depuis l'incendie du karting, la communauté d'agglomération ne nous donne aucune visibilité pour la reconstruction du bâtiment, sur le bail, etc. etc., etc. Nous continuons à payer loyer et taxes foncières alors que nous n'avons pas l'autorisation de réouvrir. Je pense que c'est l'exploitant du karting qui m'interpelle. Nous nous sommes déjà parlé plusieurs fois. Je lui redis qu'il faut qu'il reprenne contact avec la communauté d'agglomération. Nous sommes prêts à pérenniser le karting à condition, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, que vous nous présentiez un projet avec un financement et un projet de fonctionnement de moyen terme équilibré de ce karting. Personne ne veut vous mettre dehors. C'est à vous de nous présenter un projet. Et à partir de là, s'il est financé, si vous avez des projets précis, eh bien oui, il pourra être accompagné et nous ne vous empêcherons pas de reprendre votre activité de karting. Arnaud me dit, un article du Progrès paru il y a quelques jours annonçait que toute la ville était équipée de la fibre. Alors, et il me dit, j'habite rue Joachim du Bellay, au Vennes, et un seul côté de la rue seulement est fibré. Alors, je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a le fait que toute la ville n'est pas équipée, mais toute la ville va être éligible. Ce n'est pas du tout la même chose. L'engagement aujourd'hui, c'est que toute la ville est effectivement éligible. Ça veut dire que quasiment, à quelques exceptions près, où que vous habitiez, si vous allez voir sur le site d'Orange et que vous regardez la fibre à Bourg-en-Bresse, vous avez le droit de demander à être raccordé à la fibre. Personne ne va venir chez vous automatiquement pour vous proposer la fibre. Mais ça signifie que, normalement, si vous souhaitez la fibre, vous devez pouvoir demander à un opérateur de votre choix de venir installer la fibre. Orange, quand on dit que c'est éligible, ça veut dire que Orange a fait les investissements pour permettre à n'importe quel opérateur de tirer les derniers mètres supplémentaires pour aller chez vous. Si, toutefois, vous faites cette demande et qu'elle n'aboutit pas, je vous invite à saisir mon cabinet, à me le faire savoir et nous interviendrons en direction d'Orange. Catherine me salue, et je la salue également, comme d'autres qui m'ont salué dans leurs propos. J'habite rue des Lazaristes et j'emprunte quotidiennement le souterrain du Mail. Celui-ci n'est pas engageant, sombre, sale, lumière vétuste, carrelage vétuste. À quand la restauration de ce passage pour le rendre plus agréable? Je ne peux que vous donner raison parce que je l'utilise aussi à vélo, au moins dans le sens sortant. Dans le sens entrant, j'utilise la trémie du Mail. En venant de Saint-Denis, et oui, je me fais la remarque qu'un coup de jeune, un coup de peinture, un autre éclairage serait nécessaire. Nous allons demander au Conseil citoyen de passer, parce que je crois que oui, là, on peut améliorer un souterrain, ça ne sera jamais très cosy, ça ne sera jamais très chaleureux, mais on peut probablement le rendre plus agréable sans des frais majeurs. Johan me remercie de cet échange et je vous remercie à vous. Vous êtes pratiquement une centaine à être connectés, 85 il y a quelques minutes, je ne sais pas combien au total. Il avait une question, quel est le devenir de l'ancienne boîte de nuit du Centaure? J'espère que ça deviendra un lieu d'espace vert si proche de la belle forêt de Seillon. Alors,
Cette ancienne boîte de nuit qui a fermé depuis de longues années, appartient toujours à la ville. Elle va être démolie pour des raisons de sécurité. Et je vous confirme, parce que le bâtiment s'écroule, il jouxte également le stand de tir. Donc je vous confirme que cet espace ne sera pas reconstruit. Il n'y aura pas de construction, mais que nous pourrons éventuellement avoir des aménagements légers de loisirs, mais dans un cadre vert, dans un cadre naturel, puisque nous sommes dans la forêt de Seillon et que moi je ne veux ni que la forêt de Seillon devienne une rocade, ni que la forêt de Seillon soit bétonnée. Eddy me dit, je reviens sur la question des bus, il faudrait des bus plus tardifs. Alors oui, nous avons fait des expérimentations. Dans le cadre de la future délégation de service public, cela fait partie des questions qui devront être posées. Jusqu'à quelle heure a-t-on les bus à Bourg-en-Bresse? Je le résume quand même très rapidement. Les bus aujourd'hui, c'est principalement des scolaires, des personnes âgées et des personnes qui n'ont pas de voiture. L'objectif, c'est de pouvoir... Et donc aujourd'hui, le service est calibré par rapport à ses besoins principaux. Il y a peu de personnes qui travaillent et qui prennent le bus. L'objectif, c'est qu'il y en ait davantage. Donc nous réfléchissons sur les circuits, notamment la desserte des zones d'activité, également sur les horaires. Et donc cela peut faire partie des questions à traiter. Évidemment, on ne va pas non plus mettre des bus jusqu'à 21 h s'il y a une personne ou 0 personne dedans pendant 2 heures. C'est bien toujours le problème de cet équilibre entre le service et le coût du service, puisqu'à la fin, nous le payons tous. Alors, on me demande pourquoi on signale les chenilles processionnaires comme demandé, mais rien ne se passe. Alors, je le dis, les chenilles processionnaires, quand c'est dans un cadre privé, si c'est chez vous, la ville n'interviendra pas. C'est à vous d'intervenir, de faire intervenir un professionnel pour détruire ces chenilles processionnaires. Si en revanche, vous parlez de chenilles processionnaires qui ont été, vous savez, de ces gros bouquets blancs, là, très impressionnants, sur du domaine public, alors oui, je vous invite à nous le refaire, parce que nous devons détruire ces nids de chenilles processionnaires au plus vite, pour le moment, en mai. Donc, merci si vous avez signalé sur le domaine public, dans des parcs publics, des chenilles processionnaires et qu'elles n'ont pas été détruites, parce que oui, nous devons le faire. Si c'est chez vous, c'est votre responsabilité. Laure Pontus me demande si le foncier va de nouveau augmenter à Bourg-en-Bresse. Alors, je ne sais pas ce qu'elle dit de nouveau, mais je le dis, oui, le gouvernement a, et je pense qu'il a eu raison, même si c'est insuffisant, a engagé la France dans enfin la réduction de les espaces consommés périurbains. Donc, nous allons travailler dans le périmètre de la ville. Donc, oui, il est possible que le foncier augmente parce que si on fait des logements et qu'on a moins de mètres carrés à l'extérieur de Bourg-en-Bresse, on va utiliser les mètres carrés qui sont à l'intérieur. Peut-être qu'il y aura, au lieu d'avoir, et ce qui sera peut-être difficile à l'avenir, je le dis, c'est effectivement de trouver des terrains pour la maison individuelle pure sur son terrain. En ville, on aura probablement des maisons plus groupées, un étage de plus, sur des terrains peut-être plus petits, mais qui devront préserver la possibilité de faire son apéro, de jouer dehors, mais peut-être qu'on n'aura plus 800 ou 400 mètres carrés, peut-être un peu moins dans certains espaces, notamment quand on est proche du centre-ville. Alors je ne sais pas si c'est ce que vous appelez le foncier va-t-il de nouveau augmenter, mais oui, il y a un sujet, et j'y suis aussi attentif, c'est le fait que l'évolution du foncier n'évacue pas certaines populations de la ville parce qu'elles ne pourraient plus s'y loger. Par contre, le mode d'habitat, lui, va devoir bouger. Et effectivement, en particulier, le développement de la maison individuelle dans la ville va être de plus en plus rare, je vous l'accorde. Mon objectif, c'est de trouver des formes d'habitat individuel qui ne soient pas seulement la maison individuelle toute seule sur son terrain. Et c'est ce à quoi il faut travailler. Alors, c'était la dernière question, mais je ne l'ai pas vu ainsi. Je vous assure que je n'ai pas organisé pour. Sophie me dit, le nouvel aménagement du Carré Amiot, de cette belle esplanade, le nouveau food court, c'est une chouette réussite pour notre centre-ville. Elle en est ravie. Eh bien, je suis ravi qu'elle en soit ravie. J'espère que dans les jours, les semaines qui viennent, vous pourrez être nombreux à utiliser cet espace, à le découvrir, l'espace de restauration, les espaces extérieurs. L'inauguration officielle et populaire et festive, ce sera le 2 juillet. Eh bien, j'aurai plaisir de vous retrouver à cette occasion.
Nous allons en rester là. Je ne referai pas de Facebook Live avant les élections législatives qui auront lieu les 12 et les 10 et 19 juin. Je vous invite à vous inscrire jusqu'à vendredi sur les listes électorales si vous n'êtes pas encore inscrit pour participer à cette échéance démocratique. Nous reprendrons nos échanges à un moment qui ne sera pas la campagne électorale, donc probablement à la fin du mois de juin ou plus probablement à la rentrée. En tout cas, merci d'avoir suivi cette session. Bonne soirée à tous.